Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde. Aujourd'hui, il s'agit de l'Afrique et nous allons commencer tout de suite par la question relative au rapatriement des corps des victimes du naufrage des migrants au sud de la Crète vers l'Égypte. Les autorités égyptiennes ont annoncé le rapatriement de tous les corps des victimes du tragique naufrage d'un bateau de migrants au sud de l'île de Crète. Cet incident a coûté la vie à de nombreux migrants, rappelle une fois de plus les dangers de l'immigration irrégulière et clandestine et les risques élevés que prennent ceux qui tentent de traverser la mer Méditerranéenne tout en pensant qu'ils cherchent une vie meilleure. Voyons les détails dans ce compte rendu de Cham Seneni. Les autorités égyptiennes, en coordination avec les responsables grecs, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer un transfert rapide et digne des victimes vers leur pays d'origine. Les familles des défunts ont exprimé leur gratitude pour ces mesures, tout en réclamant davantage de sensibilisation et de protection pour prévenir de tels drames à l'avenir. Selon des rapports officiels, le bateau transportait un grand nombre de migrants tentant de traverser illégalement la mer Méditerranée en direction de l'Europe. Le naufrage a entraîné la perte de nombreuses vies, soulignant une fois de plus les dangers considérables liés aux traversées maritimes irrégulières et les risques auxquels sont exposés ceux qui fuient les conditions de vie difficiles. Les autorités égyptiennes ont mis en place des mesures strictes pour assurer le transport sécurisé et respectueux des corps jusqu'en Égypte, en fournissant un soutien logistique et psychologique aux familles touchées. Ces dernières ont exprimé leur profonde gratitude pour cette initiative. Ce rapatriement rappelle l'importance de la coopération internationale en matière de sécurité maritime et de la gestion des crises migratoires, ainsi que la nécessité de prévenir de tels drames à l'avenir. La forte restriction des migrations irrégulières hors du continent, combinée à l'escalade des facteurs d'incitation, continuera à façonner les priorités en matière de gouvernance et de sécurité en Afrique et soulignera la nécessité d'une plus grande innovation régionale pour faire face aux mouvements de population intracontinentaux. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Naila Gabre, présidente de la Commission de coordination nationale pour la lutte contre la migration irrégulière et le trafic humain. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame, bonjour. Madame l'ambassadrice, en dépit des accidents qui se sont multipliés tout au long des années précédentes, les accidents de naufrage et les migrants continuent toujours de prendre les risques et d'entreprendre toujours le même moyen. Les bateaux qui finissent par se noyer et par créer un naufrage. À votre avis, qu'est-ce qui incite les gens à prendre tellement de risques pour partir? De mon point de vue, est que les trafiquants, les passeurs ont des moyens pour essayer de persuader ces personnes que ce voyage est sans risque et sans problème, et ils parviennent par de multiples moyens à les persuader de cela, et cela cause ces tragédies humaines que nous voyons cette dernière période. Quelles sont les mesures entreprises par l'Égypte pour contourner ce problème et pour endiguer la continuité de ce problème et de cette migration clandestine? Contre ces moyens et de persuasion par les trafiquants et les passeurs, nous, en tant que gouvernement, nous essayons de persuader nos citoyens par les risques, premièrement, et les dangers de ce voyage et des périls, mais en même temps, nous essayons de les persuader qu'en Égypte, ils ont des moyens et des opportunités de travail qui leur permettent de vivre d'une façon décente et de travailler
dans différents secteurs qui sont des secteurs qui permettent un travail surtout pour les jeunes. C'est-à-dire nous voyageons dans tous les gouvernorats égyptiens qui ont un taux élevé de migration clandestine, et nous essayons de parler avec les citoyens, les jeunes et les parents pour les persuader que ce voyage est un voyage périlleux et qu'ils risquent de perdre leur vie, et en même temps ils risquent d'être, s'ils parviennent à arriver sur les autres bords de la Méditerranée, alors ils risquent d'être refoulés par les gouvernements des pays d'accueil. Alors, c'est une perte de toute façon. S'ils ne perdent pas leur vie, ils perdent tout ce qu'ils ont dépensé en tant qu'argent. Alors, mieux vaut qu'ils essayent les opportunités de travail qui se trouvent en Égypte. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont envisagées? Oui, nous avons des campagnes de sensibilisation pendant toute l'année. Nous voyageons, moi personnellement, je voyage dans tous les gouvernorats d'Égypte, surtout les gouvernorats qui ont un taux élevé de migration clandestine, et nous parlons avec les familles, avec les jeunes, et nous démontrons les risques de ce voyage, et nous démontrons aussi les opportunités de travail qui se trouvent en Égypte. Ça, c'est notre travail, le travail de sensibilisation. Voilà. Et en même temps, nous essayons de montrer qu'il existe en Égypte des jeunes qui ont réussi. Les exemples de réussite sont très importants pour persuader les gens, et surtout les jeunes, des possibilités de travail et de succès en Égypte. Est-ce qu'il y a une coordination quelconque entre les différents gouvernements, les pays exportateurs de migrants, si on peut le dire, et les pays de destination, de manière à travailler ensemble? Nous avons une coordination par l'intermédiaire des autorités de sécurité, ça c'est sûr. Et nous avons des discussions avec les pays qui accueillent ou qui reçoivent les migrants pour parler des possibilités d'appui pour nos efforts contre la migration clandestine en Égypte. Cela est fortement apprécié parce que nous avons une volonté politique qui est très prononcée par les plus hautes autorités égyptiennes, et cette appréciation, il est vrai, est prononcée par les différents gouvernements, comme vous avez vu pendant la visite de notre président à Bruxelles. Tout cela a été exprimé par l'appui pour les efforts égyptiens, mais je trouve qu'on a besoin de plus que cela pour essayer de c'est-à-dire nous aider et d'assister ce que le gouvernement égyptien fait concernant la migration clandestine. N'oubliez pas, madame, que l'Égypte reçoit plus de 10 millions d'étrangers en Égypte, c'est-à-dire nous avons une population d'un État qui se trouve en Égypte, qui sont les étrangers, parmi eux qui sont des migrants clandestins ou des réfugiés. Alors l'Égypte, c'est-à-dire est concernée par cette question, soit en tant que pays d'accueil, plus que en tant que pays de source. Excellence, Madame l'ambassadrice Naila Gabre, vous êtes présidente de la commission de coordination nationale pour la lutte contre la migration irrégulière et le trafic humain. Oui. Merci beaucoup. Nous passons à l'ONU qui convoque une réunion d'urgence après la reconnaissance du Somaliland. Il faut dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies convoquera une session, ou a convoqué aujourd'hui une session d'urgence à la suite de la reconnaissance controversée par Israël du Somaliland. Un groupe transrégional de plus de 20 pays, dont l'Égypte, ainsi que l'Organisation de la coopération islamique OCI, ont publié une déclaration commune condamnant fermement la décision d'Israël de reconnaître la région de Somaliland comme un État indépendant.
Les marines africaines les plus puissantes de la fin de 2025. À la fin de l'année 2025, la puissance navale est devenue un indicateur clé de la sécurité et de l'influence stratégique en Afrique. Entre protection des côtes, lutte contre la piraterie et sécurisation des voies maritimes, plusieurs pays du continent ont considérablement renforcé leur flotte. Tour d'horizon des 10 marines africaines les plus puissantes. Shamsenemi nous donne plus d'informations. En tête du classement, l'Égypte s'impose comme la première puissance navale africaine. Dotée de frégates modernes, de sous-marins avancés et de capacités de projection en Méditerranée et en mer Rouge, la marine égyptienne joue un rôle stratégique majeur dans la sécurité maritime régionale. Juste derrière, l'Algérie confirme sa position grâce à une flotte équilibrée et performante, particulièrement active en Méditerranée, avec une forte composante de sous-marins et de patrouilleurs hauturiers. Le Maroc arrive en troisième position. Sa marine en pleine modernisation bénéficie d'un positionnement géostratégique entre l'Atlantique et la Méditerranée, renforçant la surveillance des routes maritimes et la protection des eaux territoriales. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria demeure la principale puissance navale. Sa flotte joue un rôle essentiel dans la sécurisation du golfe de Guinée, une zone clé pour le commerce international et la lutte contre la piraterie. D'autres pays complètent la liste de top 10, notamment la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Cameroun, le Ghana et le Mozambique, chacun misant sur des capacités adaptées à ses priorités régionales et à la défense de ses ressources maritimes. À l'horizon 2025, la montée en puissance des marines africaines illustre une prise de conscience stratégique. La mer est désormais un enjeu central de souveraineté, de développement économique et de stabilité sécuritaire sur le continent. Un renforcement naval qui confirme la place croissante de l'Afrique dans les équilibres maritimes régionaux et internationaux. Les Guinéens ont voté hier pour élire leur président, 4 ans après la prise du pouvoir par une junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya. Un important dispositif de sécurité quadrillait les rues de la capitale dimanche, avec notamment des véhicules blindés, ont constaté les journalistes de l'AFP. Terminons avec le festival Eyo de Lagos, l'événement culturel le plus captivant d'Afrique de l'Ouest en 2025. Samedi dernier, Lagos a célébré son riche héritage culturel à travers le festival Eyo, l'un de ses événements les plus emblématiques. Après 8 ans d'absence, cette manifestation revient durant la période festive, transformant l'île de Lagos en une mer de blanc. Shamsenem. Des milliers de participants se réunissent pour honorer cette tradition ancestrale unique. Le festival Eyo se caractérise par des milliers de mascarades vêtues entièrement de blanc qui parcourent les rues de l'île de Lagos. Portant des robes fluides et des casquettes à gars distinctives, ces figures se déplacent au rythme des chants et des tambours, brandissant leurs bâtons au pambata, fait de frondes de palmiers. Durant cet événement, les routes ferment et le rythme de la ville change. Le festival Eyo, également connu sous le nom de Adamu Orisha Play, représente une célébration traditionnelle Yoruba propre à l'île de Lagos. Les mascarades incarnent des esprits ancestraux, guidant les âmes vers l'au-delà, honorant généralement les rois, les chefs et les figures éminentes décédées qui ont marqué l'histoire de Lagos. La première procession enregistrée a eu lieu en 1854. 5 principaux groupes Eyo participent à l'événement, chacun identifié par la couleur de son chapeau, Adimu en noir, Laba en rouge, Oniko en jaune, Olo Guédé en vert et Agaré en violet. Cette année, le festival honore 4 personnalités qui ont façonné le Lagos.
Contrairement au festival annuel, les Yo ne se déroulent que selon la tradition, parfois avec des intervalles de plusieurs années. La dernière édition remonte à 2017. Une semaine avant l'événement, le groupe Eyo Senior apparaît publiquement avec son bâton signalant que la manifestation aura lieu le samedi suivant. Chaque groupe Eyo se présente ensuite quotidiennement tout au long de la semaine. Cet événement marque une première historique. Le festival Eyo se tiendra pour la première fois en décembre, créant une expérience culturelle unique durant la saison festive. Fin de cette édition de Autour du monde. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.